Bonjour à tous, capsule juridique numéro 210 du 10 juin 2024. Je vais vous parler aujourd'hui essentiellement d'une décision rendue aux États-Unis le 7 juin dernier, donc vendredi, dans une affaire qui opposait différents plaignants, essentiellement des enseignants, représentés également par une association, enfin deux associations en fait, Health Freedom Defense et une autre qui s'appelait California Educators for Medical Freedom. Alors, l'arrêt a mis du temps à sortir parce qu'apparemment l'affaire avait déjà été plaidée le 14 septembre, ça fait quand même quasiment 9 mois. Et j'ai déjà commenté quelques jugements et arrêts du même genre, mais vous allez voir que celui-ci contient un élément supplémentaire intéressant. Alors tout d'abord sur le fond. Voici le résumé des faits tel qu'il est proposé sur le site américain Justia US Law. Je mets l'adresse sous ma capsule. Et ça dit ceci. Je cite. Cette affaire concerne un groupe de plaignants, dont le Health Freedom Defense Fund et California Educators for Medical Freedom, qui ont contesté la politique de vaccination Covid-19 du Los Angeles Unified School District. Alors, dans la suite de mes explications, je vais juste mettre le district scolaire, parce que sinon ça fait long. Et cette politique en vigueur, je cite à nouveau, depuis plus de 2 ans, exigeait des employés qu'ils se fassent vacciner contre le Covid-19 sous peine de perdre leur emploi. Les plaignants ont fait valoir que cette politique portait atteinte à leur droit fondamental de refuser un traitement médical. L'affaire a d'abord été rejetée par le tribunal de district des États-Unis, donc en première instance, pour le district central de Californie, qui a appliqué un examen de la base rationnelle en vertu d'un arrêt ancien, concluant que la politique servait un objectif gouvernemental légitime. Le tribunal a estimé que même si le vaccin n'empêchait pas la transmission, donc ça c'est toujours en première instance, ou la contraction du Covid-19, il contribuait à protéger les étudiants et les employés du district contre le Covid-19. Les plaignants ont fait appel devant la Cour d'appel des États-Unis pour le 9e circuit. Au cours de la procédure, le district a annulé sa politique de vaccination. Il a alors demandé à la Cour de rejeter l'appel, arguant que l'affaire était désormais sans objet. Les plaignants s'y sont opposés, estimant que le district avait retiré sa politique parce qu'il craignait une décision défavorable. La Cour d'appel du 9e circuit a jugé que l'affaire n'était pas sans objet, en appliquant l'exception, etc. Le tribunal a estimé que la tendance du district à retirer puis à rétablir sa politique de vaccination, en particulier en réponse au risque de litige, était suffisante pour maintenir l'affaire en état, enfin en cours. Fin de citation. Donc ça, c'est pour la chronologie des faits, qui est d'ailleurs bien détaillée dans la décision rendue. Je ne vais pas revenir sur les différentes dates auxquelles les obligations ont été prononcées, etc. Maintenant, venons-en à l'enseignement important de cette décision. Le juge a tout d'abord rappelé un point important qui avait apparemment été totalement ignoré par le tribunal en première instance, à savoir le rappel du droit fondamental de refuser un traitement médical. Et cela fait, on en arrive au cœur du litige, la nature réelle de ces injections. La plainte qui avait été déposée affirmait et démontrait que le CDC avait modifié la définition du mot vaccin en septembre 2021 en supprimant le mot immunité. Et comme le relève le juge, je cite, ainsi qu'affirment les demandeurs, le CDC a concédé que les vaccins Covid-19 n'est pas un vaccin traditionnel. Il cite également les déclarations du CDC lui-même qui disent que le vaccin n'empêche pas la transmission et que l'immunité naturelle est supérieure au vaccin. Fin de citation. Malgré cela, donc, le premier juge, c'est-à-dire donc le tribunal de district en première instance, en rendant la décision attaquée, a considéré que l'obligation vaccinale ne portait pas atteinte à un droit fondamental et avait un objectif légitime. Donc la Cour d'appel du 9e circuit n'est pas de cet avis. Tout d'abord, sur l'intérêt de l'action, c'est-à-dire le fait que l'action devait se poursuivre alors que le district scolaire avait levé l'obligation vaccinale, la Cour d'appel dit ceci, je cite, la tendance du district à retirer puis à rétablir ses politiques de vaccination est suffisante pour maintenir cette affaire. À 2 reprises, le district n'a retiré sa politique qu'après avoir fait face à un risque de litige. Il a immédiatement annulé sa politique antérieure, après que certains plaignants aient d'abord intenté une poursuite, et il a demandé au tribunal de rejeter pour défaut d'intérêt, mais 2 semaines seulement après avoir obtenu une telle décision de rejet, il remettait en œuvre la politique de vaccination qui est restée en vigueur pendant plus de 2 ans. Fin de citation. En d'autres termes, la Cour d'appel dit « statuons une fois pour toutes, sinon on aura à peine clôturé ce dossier-ci qu'ils vont relancer une autre obligation vaccinale ». Ça revient plus ou moins à ça. Et le juge souligne d'ailleurs que ces manœuvres sont manipulatoires dans le chef de l'administration, donc du district scolaire, et ça semble l'agacer un petit peu, puisqu'il dit également, je cite, « Les plaideurs qui ont déjà démontré leur volonté », donc les plaideurs c'est le district scolaire,
Le district scolaire, qui a déjà démontré sa volonté de manipuler tactiquement les tribunaux fédéraux de cette manière, et ne devrait pas avoir le bénéfice du doute. La volte-face du district n'a eu lieu qu'après un interrogatoire vigoureux lors des plaidoiries devant cette cour, ce qui suggère qu'elle était motivée au moins en partie par des tactiques de litige. Le district a attendu de voir comment se déroulait la plaidoirie devant cette cour avant de décider s'il fallait maintenir la politique ou aller de l'avant avec une demande d'abrogation de la procédure préparée à l'avance. Le district semble avoir cherché à 2 reprises à manipuler les tribunaux fédéraux pour éviter une décision défavorable sur cette question. De plus, le district s'est expressément réservé la possibilité d'envisager à nouveau d'imposer une obligation vaccinale. Fin de citation. En d'autres termes donc, prendre les magistrats pour des idiots ne marche pas à chaque fois. Et c'est à nous, magistrats, de voir clair dans la stratégie d'une partie qui nous manipule. Ça revient à la même chose. Donc non seulement cette demande de mettre fin à la procédure pour défaut d'objet ne marche pas, mais en outre, le juge estime qu'aucune demande similaire ne pourra plus être introduite à l'avenir dans la même procédure par la partie poursuivie. Sur le fond, à présent, la Cour va annuler la première décision qui avait été rendue et renvoyer l'affaire pour être mieux jugée. Alors ça, c'est manifestement une particularité de la procédure aux États-Unis. En tout cas, dans ce type d'affaires-là, je ne connais pas les détails. En France, sans doute, la Cour d'appel aurait annulé la décision et aurait prononcé sans doute la nullité de l'obligation vaccinale. Ici, ils annulent la première décision, mais ils renvoient à la première juridiction de fond pour être mieux jugés. La Cour considère en effet que les précédents jurisprudentiels ont été mal appliqués par le premier juge et elle précise, je cite, « À ce stade, nous devons accepter les allégations des plaignants selon lesquelles le vaccin n'empêche pas la propagation du Covid-19. Ces allégations sont vraies. » Fin de citation. La partie poursuivie n'est pas parvenue à les contredire efficacement, donc le district. Et l'arrêt dit ensuite ceci, et je cite à nouveau, « Le district ne fournit qu'une publication du CDC lui-même qui dit que les vaccins Covid-19 sont sûrs et efficaces. Mais sûrs et efficaces pourquoi ? Point d'interrogation. Le district soutient qu'il s'agit de prévenir la transmission, mais ne présente pas de faits juridiquement notables qui le prouvent. » Fin de citation. En outre, l'un des juges, dans son opinion détaillée, cite différentes jurisprudences antérieures et rappelle que le droit d'une personne de refuser un traitement médical est conforme à l'histoire et aux traditions constitutionnelles de cette nation, à la lumière des règles de common law selon laquelle la médication forcée était une voie de fait, et à la lumière de la longue tradition juridique protégeant la décision de refuser un traitement médical non désiré. Fin de citation. Les allégations des demandeurs, donc les plaignants en l'espèce, sont suffisantes pour invoquer ce droit fondamental et le district note que l'obligation vaccinale a été imposée simplement comme une condition d'emploi, mais ça ne suffit pas à démontrer que le district s'est livré à un examen rationnel, et la Cour a averti à maintes reprises que les employeurs publics ne peuvent pas conditionner l'emploi à la renonciation à des droits constitutionnels. Et donc, suite à cet arrêt, probablement, on commence à voir arriver des vidéos de scientifiques, que je mets moi-même entre guillemets scientifiques, pour le coup, qui semblent avoir envie de retourner un peu leur veste. Alors on voit notamment le docteur Robert Redfield, qui était à la tête du CDC, et qui affirme dans une vidéo, de son côté, qu'il voulait uniquement donner la priorité aux injections des personnes âgées, mais que ce n'est pas ce qu'on lui a imposé. Et il se désole soudain, 4 ans après le début, que des décisions aient été prises pour mettre sous le tapis toute information qui démontrerait que les injections ne marchaient pas. Je joins aussi sous ma capsule une vidéo qui contient une petite revue des volte-face récentes sur la chaîne NTD et qui reprend d'ailleurs aussi cette déclaration du Dr Redfield, comme ça vous en verrez plus, et une autre du Dr Collins qui était aussi un responsable haut responsable d'une administration. Et attendez-vous évidemment à en voir de plus en plus au fur et à mesure que le camp d'en face va sentir le vent tourner. Et comme tout ça arrive au moment où le sociopathe Anthony Fauci est mis sur le grill devant une commission d'enquête au Congrès, ça commence à sentir le roussi du côté de la doxa covidiste. Je mets sous ma capsule un lien vers la décision complète en anglais, celle que moi j'ai lue, un lien vers une traduction qui en a été faite, j'ai vu ensuite sur le site de François, et j'ajoute à ça un lien vers la vidéo de NTD. Alors voilà ce que j'avais pour vous pour débuter cette semaine. Je vous invite aussi à visionner une vidéo qui a été diffusée par l'association Les Parents en colère et dans laquelle le psychologue David Watson
alerte à son tour sur les dangers de ces programmes d'éducation sexuelle à l'école. Il va bien sûr dans le même sens que les docteurs Ariane Billeran et Amandine Lafargue, qu'il cite d'ailleurs dans ses propos, et il assure aux responsables de ces politiques et à tous ceux qui les mettent en œuvre que tout sera mis en œuvre aussi pour que chaque enfant qui subit un traumatisme, ce qui a l'air d'ailleurs d'être dans ses spécialités, les traumatismes et les chocs post-traumatiques, donc chaque personne qui met cette politique en œuvre pourra être confrontée à des poursuites pénales et que tout sera fait pour ne pas laisser ces sources de traumatisme pour les enfants impunies. Donc écoutez la vidéo, je l'ai notamment partagée sur mon canal Telegram. Je remets le lien sous cette capsule vers Crowdbunker et diffusez-la à votre tour, il faut que ça circule partout aussi. Voilà donc ce que j'avais pour vous aujourd'hui. Je termine par une citation parce que ça faisait longtemps. Je cite: la philosophie nous enseigne à douter de ce qui nous paraît évident. La propagande, au contraire, nous enseigne à accepter pour évident ce dont il serait raisonnable de douter. Fin de citation, et c'est attribué à Aldous Huxley. Voilà, bonne semaine à tous. Je reviendrai peut-être s'il y a d'autres nouvelles intéressantes. Et puis sinon, à très bientôt. Tenez bon, au revoir.